retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission et justement nous allons parler des cliniques. Nous sommes toujours avec Anani Galé, il est le rédacteur à l'Alternative, Ferdinand Haïté qui est le patron du journal Alternative. Anani, on reste avec vous parce que vous parliez tout à l'heure dans la première partie des hôpitaux, des cliniques privées. On sait que les cliniques, ces établissements privés occupent une place considérable dans le système de santé au Togo. Mais sans ces établissements-là, ça va être la catastrophe. Oui, évidemment. Et ces cliniques ou bien ces centres de santé privés allègent un petit peu tout le fardeau que peut revenir au centre public. Et leur contribution, il faut saluer leur contribution. Sinon, toute la masse qui va vers les cliniques, si on occupe les cliniques là, toute la masse là, si la masse là s'ajoute à celle qui se reçoit nos centres de santé publics, vous imaginez ce que ça peut être. Ça veut dire que les cliniques privées ou les centres de santé privés jouent un rôle non négligeable dans le système sanitaire de notre pays. Voilà. Oui, Ferdinand. C'est pas négligeable, c'est un rôle énorme. Si vous avez déjà fait un peu la carte sanitaire au Togo, mettre les structures de santé sur une carte, vous verrez que les hôpitaux, les structures de santé publiques sont vraiment à certains endroits, vous ne les trouvez pratiquement pas. Vous ne les trouvez pas en bon état. Il suffit de faire un petit exercice de comptage pour se rendre compte que vous avez à Fagnon, vous avez par exemple à Lomé ici, plein de structures qui appartiennent aux confessions religieuses, vous avez Politicon, vous avez Agoumogbo, vous avez Dacha, vous avez Gris, vous avez Elavagnon, hors de Malte, et puis en remontant jusqu'à l'intérieur, vous avez les Américains qui ont construit un hôpital à Mango, vous avez de bonnes volontés qui sont en train d'implanter des structures un peu partout. Et ce que je viens de citer, c'est les grosses structures, il y en a un peu partout disséminées dans les quartiers. Il y a quelques syndicats qui ont pris aussi des initiatives de ce genre pour créer des unités périphériques de santé. Et quand vous prenez tout ça, les structures étatiques ne représentent pas grand-chose. Ça veut dire qu'en réalité, depuis l'indépendance, on n'a pas fait assez, ou on n'a pas fait grand-chose. On a juste surfé sur les structures laissées par le colon, encore qu'on n'a pas été capable d'entretenir les bâtiments comme le colon l'entretenait, et les choses sont parties en délabrement. Et donc, je pense que l'État doit revoir sa politique. Il faut sortir des discours, de tout ce qu'on raconte. Il y a quelques jours, le président ghanéen Nana Addo a inauguré un hôpital régional au Ghana, mais c'était quand même incroyable. Ça dépasse même le CHU Sylvanus Olympio. C'est un truc vraiment impressionnant et pourtant c'est dans une région. Et il a précisé que la construction avait commencé au temps de Koufo, après Atamis a continué, John Mahama a continué, et c'est lui qui vient terminer. Vous voyez, ça veut dire que ça a été un hôpital régional de grand standing, mais construit sous le mandat de 4 présidents, vous voyez. Mais chez nous ici, déjà, depuis 50 ans, ils ne sont pas capables de doter le pays ni de centres de santé de référence ou de bon niveau, ni d'écoles supérieures où il n'y a pas de bourse et tout ça, ni d'écoles de formation acceptables. Ça veut dire que les gens faillissent dans tous les domaines. Donc je pense qu'il y a lieu aujourd'hui d'exiger le minimum à nos dirigeants. Le minimum, c'est le droit à la santé, c'est le droit à avoir accès à l'eau et à tout ce que vous savez. Ferdinand, je reste avec vous depuis le début de cette semaine. Il y a, je ne sais pas si ici il faut parler de bonnes nouvelles, mais il y a une nouvelle qui fait grincer les dents au sein de la population. C'est ces tarifs revus à la hausse au niveau des cliniques. Et puis on évoque plusieurs raisons. Il y a les exigences des praticiens qui reviennent de la formation. Et il y a les conditions économiques. Les charges sont assez pour ces cliniques qui devaient aussi payer l'OTR, qui devaient répondre au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et tout ça, est-ce que ces raisons-là suffisent à augmenter, à revoir les tarifs à la hausse? Je rappelle que, comme on dit, selon les sources, selon les informations, on disait que seul le Togo pratique le bas prix des consultations dans la sous-région.
Oui, ça c'est ce que les promoteurs de cliniques et certains médecins ont eu à nous livrer comme raison, à savoir que, vous venez de le dire, les praticiens dans les cliniques sont devenus de plus en plus exigeants. Des gens qui reviennent et qui sont spécialistes de tel domaine, qui travaillent dans les cliniques ou qui interviennent, vous n'allez pas leur fixer des salaires de 100 000, 200 000 Parce et que tout la ça. formation est coûteuse. 100 000 et tout ça. Et puis, vous avez depuis un certain temps la Caisse nationale de sécurité et l'OTR qui ont pris à la gorge les cliniques. La nouvelle gestion de la Caisse nationale de sécurité où on a amendé plusieurs établissements privés qui n'ont pas déclaré ou on fait ci, on fait ça. J'ai vu des cliniques qui ont pris 10 millions, 15 millions, 20 millions, certains même ont failli fermer de la part de la Caisse nationale de sécurité. Et puis après, il y a l'OTR qui est là, qui vous prend la gorge. Et donc, les promoteurs des cliniques estiment que le Togo est le pays où les soins d'hospitalisation, les coûts d'hospitalisation et de consultation sont assez bas au niveau du privé dans la sous-région. Et donc, ils ont décidé de relever tout ça à la hausse à partir du mois prochain, c'est-à-dire demain ou après-demain, je crois. Et donc, bien évidemment, cela va avoir une incidence sur la population parce que ceux qui n'arrivent pas à se soigner dans les structures publiques ou ne vont pas dans les structures publiques parce qu'il n'y a pas de matériel et qui se rabattent sur les cliniques privées. Maintenant, il va falloir dépenser plus d'argent pour se soigner, alors que le niveau de vie, lui, n'augmente pas, et il n'y a pas suffisamment de moyens. Voilà. Je ne sais pas qui est responsable dans cette histoire. Je ne sais pas s'il faut reprocher aux promoteurs de cette clinique. Non, c'est l'ordre des médecins et puis tout ça. Et l'association des médecins privés. Tout à fait. Je ne sais pas s'il faut leur reprocher quelque chose, ou bien c'est l'État qui a failli à sa responsabilité dans tout ça, dans tout cela, mais que devient la population qui en a déjà assez avec les hausses par-ci, par-là, etc. Oui, dans cette histoire, il faut comprendre que les cliniques privées sont des entreprises privées. Ils ne vont pas vouloir rouler à perte. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les raisons qu'ils évoquent par rapport à l'augmentation des frais de prestation. Et entre parenthèses aussi, il parle du plateau technique fourni. Oui, et le matériel, c'est des matériels très chers. Mais en fait, dans cette histoire, il faut voir, c'est encore une fois pour moi la réalité entre les chiffres qu'on nous présente comme la croissance a évolué de 5%, 7%, machin là. Et la réalité, ça veut dire que le pouvoir d'achat de la population ne va pas avec. Pendant ce temps, chaque fois, c'est des tâches qu'on monte. Alors que pour les entreprises privées, là, aussi, eux aussi, elles doivent plutôt faire tout pour équilibrer les choses. Et comme Ferdinand vient de le dire, ça va avoir forcément une incidence sur les patients. Parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une couche qui va dans ces centres-là, qui allège, du moins, qui allège les prestations des centres publics. Maintenant que le coût est monté de l'autre côté. Donc, forcément, comme on dit, chaque être humain calcule ses avantages, quelque chose comme ça, on dit en économie. Donc, ils vont chercher à avoir les moyens coûts qui les arrangent. Or, le moyen coût, souvent, c'est nos centres, avec tout ce qu'ils nous présentent comme infrastructure. Voilà, donc voilà, c'est une situation très difficile. En même temps qu'on comprend les cliniques, en même temps, la population, elle est là. Ça veut dire qu'en réalité, le problème qu'on soulève ici depuis le début de cette émission, elle dit qu'en réalité, l'État n'a pas mis des dispositions adéquates pour anticiper sur cette situation dommageable. Et Ferdinand, c'est véritablement compliqué. Vous voyez une population qui a un pouvoir d'achat très bas et que le niveau de vie est très élevé, avec des augmentations sur augmentations. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer les conséquences de cette décision? Peut-être qu'on va se rabattre sur la médecine traditionnelle, là aussi c'est dangereux. C'est compliqué finalement. Ces choses-là font profiler dans nos pays
tous les charlatans que vous écoutez à la radio, les pasteurs qui sont devenus des guérisseurs, des promoteurs de je ne sais quoi et tout ce qui arrive. Les gens vont chercher leur salut dans les églises. Quand ils sont malades, ils ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et c'est compliqué parce que les Togolais tirent déjà le diable par la queue. C'est très difficile pour les populations. Le chômage est à un taux inimaginable. Je ne sais même pas s'il y a des statistiques. Et puis, il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'à la pédiatrie, je crois que nos confrères de Liberté avaient fait un papier là-dessus, il y a au moins une dizaine d'enfants qui meurent chaque semaine parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir les enfants. Et vous imaginez ce que ça représente pour le pays, que au moins 5 à 10 enfants meurent chaque semaine à la pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio. Et même ceux qui sont là-bas sont dépassés. C'est leur cri d'alarme que le journal a relayé la dernière fois. Alors, quand vous voyez tout ce tableau sombre-là, et vous voyez ce que les cliniques sont en train de prévoir en termes d'augmentation des coûts, et quand vous lisez le tableau, ce n'est pas seulement les coûts des consultations, les coûts des spécialités et tout ça. Même pour accoucher, il faut payer l'anesthésiste, il faut payer la sage-femme, il faut payer le médecin. Ça revient excessivement cher. Et je ne sais pas comment les Togolais vont s'en sortir. Mais je pense que si vous plaignez l'épervier, il faut plaindre aussi le poussin. Anani vient de le dire. Les cliniques privées sont des entreprises, ils ont besoin de faire des affaires, ils payent des impôts, ils ont des personnels qu'il faut rémunérer, ils ont du matériel qui revient excessivement cher, on vient de le souligner. Vous voulez faire aujourd'hui le scanner, il faut aller dans les structures privées. Les scanners de l'État ne fonctionnent pas, l'État n'a même pas d'IRM. Pour faire l'IRM aujourd'hui, il faut aller à Saint-Jaume pour le faire. Et donc, la santé a un coût. Malheureusement, les Togolais n'ont pas, la bourse des Togolais ne leur permet pas de supporter ce coût. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est pour ça qu'il faut toujours interpeller nos autorités à revoir le pouvoir d'achat des populations, à faire circuler beaucoup d'argent dans le pays, à laisser les jeunes entreprendre, plutôt que de livrer le pays à des étrangers avec qui ils sont en combine pour faire sortir de l'argent du pays et appauvrir leurs propres frères. Et moi, je pense qu'il y aura forcément dégraissement dedans par rapport au coût des cliniques privées, parce que déjà, les gens qui vont se soigner dans les cliniques privées se plaignaient du coût déjà très élevé. Et parce qu'il faut voir la proportion des Togolais qui vont dans les cliniques. C'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, quand ils ont peut-être quelqu'un de la famille qui est à l'extérieur, c'est lui qui prend en charge, qui les envoie dans les cliniques. Les pauvres continuent d'aller dans les structures publiques. Mais c'est quelques Togolais moyens qui vont là-bas, et puis les riches qui se retrouvent à Biassa et puis un peu partout. Je pense que ces gens-là, ces Togolais moyens-là vont commencer par grincer des dents. Et vraiment, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'il fallait faire cette comparaison, d'autant plus que quand on compare le Togo, par exemple, au Sénégal, aujourd'hui, quand on prend le Togo, le système public, le système de santé publique est tellement défaillant. Est-ce que les promoteurs de ces cliniques-là ont raison de se livrer à cette comparaison pour pouvoir justifier la hausse de leurs tarifs? Oui, ils ont besoin de justifier. Si on parle de l'hypothèse que ils ont fait ça sur un coup de tête. Vous imaginez ce que ça peut drainer. Mais là, ils ont pris le soin de justifier leur décision. Mais est-ce qu'il y a la comparaison? Est-ce qu'il fallait comparer? Par exemple, vous prenez le Togo et le Ghana, il n'y a pas marche. Les gens, ils sont asphyxiés par les impôts. Oui. La Caisse nationale de sécurité. Il y a les questions d'assurance qui ne sont plus d'actualité. Donc, ils sont obligés d'augmenter pour pouvoir tenir, sinon ils ne tiendront pas. C'est tout. Ce n'est pas une question de comparaison. C'est ça. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à se soigner, il faut interpeller les dirigeants. C'est eux qui doivent créer le cadre pour que la population puisse se soigner et se soigner convenablement. Vous voyez? Oui, Anani? Oui, c'est le lieu aussi d'interpeller aussi les associations de consommateurs. Pour les consommateurs, souvent ce qu'on nous montre, c'est que quand il y a des prix au grand marché de Lomé, on les voit faire des descentes. Mais la santé, au niveau de la santé, le droit des consommateurs, là, le patient vient à l'hôpital pour consommer et c'est vice-versa. Mais on ne les voit jamais à
au niveau de se prononcer dans le domaine de la santé. Et il faudrait qu'eux aussi se saisissent de ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a le droit à la santé. Oui, le droit à la santé, c'est inscrit dans les dispositions internationales. Mais si un État se refuse délibérément de mettre, ne serait-ce que des structures adéquates à la disposition de ces populations, il faut que ces associations-là interpellent les gouvernants afin qu'ils décident à mettre des centres publics avec des soins adéquats à la disposition de leur population. Oui, Ferdinand, ces associations doivent prendre leurs responsabilités pour finalement interpeller, parce que depuis on en parle, mais ça ne déclenche pas une véritable action de pression, etc. Oui, mais les associations de consommateurs, je crois qu'il y en a deux. Il y en a deux, oui. Ils ne sont pas tellement efficaces, vous savez elles sont très limitées, ne sont pas tellement influents. C'est aux Togolais eux-mêmes de s'organiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre une quelconque association des consommateurs. Et c'est pour ça que j'ai parlé de tous les acteurs qui sont dans le débat public. Nous, les journalistes, les leaders d'opinion, les syndicalistes, les syndicats, les partis politiques. Il ne faut pas attendre demain de prendre le pouvoir avant d'exiger de ceux qui sont là ce qu'ils doivent faire. Parce que c'est de la responsabilité de ceux qui sont là de créer les conditions pour que les Togolais se soignent convenablement. Et donc, c'est un travail qu'il faut faire. Moi, je serais par exemple heureux de voir des partis politiques avec des syndicats organiser des manifestations pour qu'on puisse équiper les hôpitaux de scanners, d'IRM, pour qu'on puisse mettre des radios un peu partout, pour qu'on puisse doter le pays d'ambulances médicalisées. Je vous dis qu'il n'y en a pratiquement pas au Togo, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ambulance médicalisée, il n'y a pas de SAMU, les sapeurs-pompiers, lorsqu'il y a des accidents, ils viennent, ils vous mettent juste dans la voiture pour vous déposer à l'hôpital. Il n'y a pas de soins. Et donc, je suis heureux de voir que le débat, à un moment donné, porte aussi sur ça. Puis le moment où ils sont là, il faut les obliger à faire des choses, parce qu'ils sont en train de détourner l'argent du contribuable que nous sommes. Et donc, moi, je pense que, au-delà de la question politique, du débat politique, de la lutte pour l'alternance, il faut que parfois les partis politiques haussent le ton sur des questions de société, comme ce que nous voyons là, les questions des établissements scolaires, l'état de développement des universités, l'état des hôpitaux. Normalement, dans les partis politiques qui veulent prendre le pouvoir, ils doivent déjà avoir leur projet de société. Donc, ils doivent savoir l'état des lieux dans le domaine de la santé, l'état des lieux dans le domaine de l'éducation, l'état des lieux dans le domaine des infrastructures, de telle sorte que, pour interpeller le gouvernement, ceux qui sont spécialistes dans ces partis politiques-là puissent fournir les éléments à leurs patrons pour pouvoir vraiment faire un travail conséquent. Mais on a l'impression, le sentiment que dans le parti, on fait beaucoup de bruit, mais en termes de production intellectuelle et de travail fourni dans les domaines spécifiques permettant demain de prendre le pouvoir et de le gouverner, il y a encore un retard. Vous voyez. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas seulement l'affaire de comment je dirais, oui, c'est tout le monde. Et même ça concerne même ceux qui tiennent le pouvoir. Je le disais tantôt, nous tous, nous allons le week-end enterrer des gens, y compris les gens qui sont au pouvoir. Et on meurt, si le ministre n'arrive pas à mourir parce qu'il a les moyens pour aller se soigner à l'extérieur, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de son village, un parent à lui, meurt parce qu'il n'y a pas de structure pour soigner les gens et il est obligé d'aller dépenser 200, 300 000 francs dans les funérailles au village chaque week-end. Donc il faut arrêter ça et ça concerne tout le monde. Oui, mais on a l'impression que les questions sociales préoccupent peu les hommes politiques, la classe politique de l'opposition, mais quand il s'agit des questions politiques, la réaction est immédiate, systématique. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette indifférence des hommes politiques? On rappelle quand l'opposition radicale était au Parlement, on parlait de cette histoire de la situation du CHU, mais jamais on n'a pas attendu un homme politique, un opposant, un député opposant se prononcer sur la question. Mais on a l'impression que ces questions-là, c'est pas leur tasse de café de thé. Oui, ils sont dans la posture du pouvoir d'abord. On va arriver au pouvoir avant de savoir ce qu'on peut faire. Or, ce n'est pas ça. Et
avant d'arriver au pouvoir, au moins vous devez poser des actes pour que ceux qui vont vous accorder leur voix sachent que ces gens-là, ils ont fait quelque chose, ils ont milité dans tel domaine social pour le bien-être de la population. Or, on ne voit pas ça. Et l'exemple le plus frappant, vous voyez ce qui est arrivé à Diop. Vous avez vu un acteur politique tout l'ensemble. Ils n'ont pas fait. Mais pour... vous avez vu quand Johnny Hallyday disait toute la classe politique française. Mais ici, on ne les a pas vus. Et c'est grave. Pour eux, quand nous allons arriver au pouvoir, c'est là-bas que nous allons continuer par travailler. Oh, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne va pas se prononcer sur le cas de santé. Et autant les hommes, les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, vont se soigner dans les cliniques UP à l'extérieur, autant les opposants aussi le font. C'est pour ça que la santé du citoyen les préoccupe peu. Et c'est grave. Ok, on a compris, oui. À un moment donné, à se soigner au Togo aussi. Comme ça, ils comprendront la nécessité de rénover et d'équiper le pays d'hôpitaux modernes et tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut une révolte, une colère saine pour obliger les gouvernants et ceux qui aspirent même demain à gouverner ce pays, à se soigner à l'intérieur du pays plutôt que d'aller à l'extérieur. On évacuera les gens que pour des cas dont nous n'avons pas véritablement les structures. Mais vous voyez tous les députés qui sont là, l'ancienne législature comme la nouvelle, à chaque fois qu'ils partent en mission, ils ont l'assurance au Parlement, ils vont se soigner. Et ils reviennent, et quand vous évoquez les cas du CHU, tout ça, personne ne vous dit rien. Et tout le monde se tait, vous regarde. Et il faut, comme les hommes ordinaires, ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas laisser la situation pourrie, se dire que bon, il faut, comme ils sont là, il faut laisser les choses, ils n'ont qu'à détruire tout. Quand nous on viendra, on va relever le pays. Pendant ce temps, les gens meurent. Quand le régime détruit les choses, le régime ne fait pas son devoir, les gens meurent. Vos militants meurent. Voilà. Vos militants meurent, ceux qui votent pour vous meurent, vos frères meurent. Donc il faut obliger le régime à faire ce qu'il doit faire. Et demain, lorsqu'il y aura le changement, ceux qui viendront, ils vont continuer. C'est ça qui s'agit. Merci, messieurs. On va marquer une pause. On va revenir pour terminer cette émission dans la troisième partie où nous allons parler du transport urbain avec la société Olé Togo qui met en circulation des motos marque Olé. Mais est-ce que on peut voir dans cette situation une instrumentalisation de la précarité de la jeunesse? On va en parler dans la dernière partie de cette émission.